Merci beaucoup, Gilles Brouet. Desde o grupo ci abbiamo dato un momento na Eurotransmission, c'è il tema di vecchio possibile Merci. Donc merci à l'Institut français de m'accueillir, merci aux presses de la Nouvelle Université Bulgare d'avoir traduit mon livre. Merci pour cette introduction, merci à tous d'être venus. C'est pour moi, jeune chercheur, vraiment une chance immense et un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui, de pouvoir parler de mon travail. Donc on a un colloque aujourd'hui qui porte le titre « L'humain augmenté, qu'est-ce que l'homme ?» Donc une question difficile, à laquelle il va sans doute être difficile de répondre en une journée. Moi, mon travail porte donc sur les dispositifs techniques d'augmentation des performances humaines. Et je vous propose aujourd'hui de discuter de la façon dont ce qu'on appelle l'humain augmenté, donc ces technologies appliquées à l'humain, comment est-ce qu'elles nous forcent ou elles nous conduisent à repenser la notion d'être humain. Et finalement, la question que je vais poser, c'est est-on, avec ces technologies, en train d'augmenter l'humain ou, en les intégrant de plus en plus au corps et à nos vies, finalement, ne serait-on pas en train de simplifier ce qu'est l'être humain. Alors, quand on parle d'humain augmenté, on pense donc à un ensemble de technologies qui servent, alors on en a discuté hier, donc pour ceux qui étaient là hier, je suis désolé, ça va être une répétition. Le terme humain augmenté en français est traduit en fait de l'anglais human enhancement. Donc on a discuté hier, donc en bulgare, vous l'avez traduit par l'humain renforcé, qui est peut-être d'ailleurs une meilleure traduction en y réfléchissant. Parce que qu'est-ce qu'on augmente en fait chez l'homme? On augmente un certain nombre de fonctions, donc la force, l'intelligence, la longévité, etc. Qui vont servir pour cet humain à pouvoir agir dans certains environnements dans lesquels, sans ces technologies, il serait diminué. Donc je vais vous donner ici toute une série d'exemples de dispositifs d'augmentation et on va réfléchir donc, à partir de ces exemples. Les premiers que j'ai mis, il n'y a pas d'ordre particulier, hein, mais ce sont ce qu'on appelle les exosquelettes. Donc ce sont des dispositifs dont on équipe les êtres humains pour typiquement augmenter leur force. Donc vous avez sur les photos quelques exemples. Le premier exosquelette donc, qui a été fait par les Américains du Cornell Analytical Laboratory, qui s'appelait Man Amplifier dans les années 1960. Un autre exemple, c'est celui qui est à l'extrême gauche, juste à droite, nous avons un autre dispositif qui s'appelait Hardiman. On voit quand même qu'il est assez massif encore, qui lui a été créé dans les années 70, encore par les Américains. En haut, à droite, nous avons ça c'est un robot, enfin un exosquelette, qui est utilisé par les Japonais dans les scènes de séisme, de catastrophes naturelles, pour pouvoir dégager les gens qui sont ensevelis sous les décombres. Et donc l'opérateur est placé à l'intérieur de l'exosquelette qui démultiplie sa force. Donc la notion, ce qui est intéressant aussi, c'est la notion d'environnement. En fait, l'humain sans son exosquelette n'est pas capable de faire ce que réclame de lui l'environnement, à savoir ici dégager des blessés des décombres. Et en bas à droite, nous avons un autre exosquelette japonais assez récent, le HAL, en version 5, développé par la société Cyberdine, qui lui est beaucoup plus aisé à porter et qui sert là aussi à augmenter la force, et que les Japonais utilisent notamment dans ce qu'on appelle l'aide à la personne, donc, notamment pour aider les personnes âgées ou dans les hôpitaux, pour soulever des personnes un peu lourdes. Alors cet humain qui est augmenté est toujours, comme je vous disais, réparé par rapport à un certain environnement. La traduction idéale en français, en fait, serait non pas augmenté, mais rehaussé. C'est-à-dire qu'on va rendre à l'humain un certain nombre de capacités dont il a besoin dans cet environnement. Les prothèses
sont un exemple donc, de réparation. Donc les premières prothèses datent de l'Égypte antique, hein, on en a retrouvé des fossilisés. Mais les premières prothèses, en tout cas, étaient des prothèses purement mécaniques et fonctionnelles qui étaient là pour rétablir des fonctions de personnes amputées. Donc, typiquement, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu des membres. Et la politique a consisté, la politique de développement des prothèses a consisté à recréer des membres artificiels qui servaient aux gens à rétablir leurs fonctions qui correspondaient à l'époque à leur métier. Donc là, typiquement, on voit donc, sur la photo à gauche un boucher qu'on a équipé d'une pince avec un crochet qui lui sert à tenir la jambe pour pouvoir la découper. Donc là, je vous ai mis les grandes classes de prothèses. Les prothèses purement mécaniques, les prothèses dites body power, c'est-à-dire qui sont actionnées par d'autres parties du corps. Par exemple, ici, donc, le monsieur sur l'image du centre va pouvoir, en bougeant son moignon, ouvrir ou fermer une pince. D'autres prothèses plus perfectionnées sont les prothèses myoélectriques. On voit ici en haut à droite. Donc myoélectriques, c'est-à-dire qu'ils sont actionnés par les signaux musculaires. On a ici des capteurs qui sont posés sur les muscles résiduels du moignon. Et la personne, en actionnant ses muscles, va pouvoir donc, tourner sa main artificielle ou l'ouvrir, la fermer. Et dernière génération de prothèses, donc là qui sortent tout juste des laboratoires, mais qui n'existent pas encore dans le commerce, les prothèses dites neurales, où là il s'agit de reconnecter directement le bras robotisé aux nerfs résiduels de la personne amputée. D'autres types d'augmentation, c'est aussi qui ne sont pas technologiques, mais qui sont chimiques ou médicamenteuses. Donc c'est l'utilisation de médicaments ou de substances chimiques pour accroître soit les performances du corps, soit les performances cognitives du cerveau. Donc ici, je vous ai mis une photo de Ben Johnson aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, qui a été contrôlé positif à l'EPO, donc le dopage sportif, une pratique d'augmentation interdite, mais néanmoins courante dans ce domaine-là. Et d'autres types d'utilisation de médicaments pour, alors soit augmenter ce qu'on appelle le moral enhancement, qui va être question cet après-midi, je crois. Donc l'utilisation de drogues et de thérapies géniques pour supprimer les vices, les addictions, augmenter la capacité au self-control, la compassion, etc. D'autres personnes s'intéressent, eux, à l'allongement de la durée de vie, donc l'augmentation de la longévité. Et développent des séries de médicaments pour, comme il est dit là sur l'image, la pilule qui nous permettra de vivre plus de 100 ans sera bientôt prête. Donc il y a une économie de la promesse, hein, évidemment, dans tous ces discours. Et je vous ai mis en bas à droite un graphique qui représente l'usage chez les étudiants américains, chez les Américains en général, de cognitive enhancers, donc de substances chimiques pour accroître leur performance. Donc, typiquement utilisées chez les étudiants, on voit qu'il y a un pic chez les moins de 25 ans pour accroître leur performance au cours des examens. Alors donc ça, donc jusque-là, on a vu les augmentations qui étaient liées à la personne, à l'individu. Maintenant, on peut aussi choisir d'augmenter l'environnement pour, une nouvelle fois, accroître les capacités de l'individu. Par exemple, ici, je vous ai mis un exemple de dispositif d'aide à la conduite. Donc on a, c'est un petit peu humoristique, on a à gauche le GPS, hein, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise régulièrement. Et à droite, ce que ça pourrait devenir si on développait, si on continuait à développer donc, toutes ces informations qui vont venir se surimprimer sur le pare-brise de la voiture. Autre augmentation de l'environnement, ce qu'on appelle la domotique, donc c'est
avec des capteurs qui vont leur permettre de repérer par exemple des comportements anormaux de la personne, si elle se met à marcher de façon bizarre, ou si elle tombe, ou si elle oublie d'éteindre le gaz, etc. La maison va, elle, réagir automatiquement pour secourir la personne qui serait potentiellement en danger ou pour prévenir les secours ou les centres médicaux. Le dernier type d'augmentation dont je vais vous parler, c'est l'augmentation génétique ou nanotechnologique. Donc la manipulation de la matière soit à l'échelle du nanomètre, donc de l'atome, ou génétique, donc à l'échelle du gène, c'est-à-dire du noyau de la cellule, pour soit pour modifier un organe, soit pour modifier la physiologie d'un être humain. Donc, par exemple, ici, donc, on voit un homme dont on pourrait, dans le cerveau, accroître la tolérance à la douleur, ce qui lui permettrait d'avoir un effort plus intense et plus prolongé. Disons, de modifier les organes de façon à ce qu'ils produisent un certain nombre d'éléments physiologiques qui servent à accroître les performances. Autres types de technologies qui font partie du domaine du monde mental, on va dire, de l'enhancement, ce sont les interfaces entre le cerveau et la machine. Et là, on va rentrer un peu plus dans la question qui va nous intéresser, qu'est-ce que l'homme. On crée des dispositifs, donc là que j'ai triés par degré d'invasivité, du moins invasif au plus invasif, et qui vont mettre directement en relation le système nerveux central, donc le cerveau, avec des machines qui vont interpréter ce que la personne pense. Donc le moins invasif, tout à gauche, c'est ce qu'on appelle les casques électroencéphalographiques, et qui sont juste des dispositifs qui sont posés sur le crâne et qui captent les signaux transcrâniens. Ensuite, au milieu, des électrodes de surface, donc ce sont une nappe d'électrodes qui va être posée sur la surface du cerveau et qui va cette fois-ci détecter les signaux avec une précision beaucoup plus fine. Et enfin, tout à droite, en haut à droite, le dispositif le plus invasif possible qui consiste à implanter cette fois-ci un effectueur électronique à l'intérieur du cerveau de façon à pouvoir stimuler des zones profondes du cerveau. Donc des casques, là les deux exemples que j'ai mis en bas sont des casques qui sont accessibles dans le commerce. Celui à gauche est utilisé pour la recherche et celui à droite est un jeu, en fait, un jeu développé par la société Mattel qui consiste, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc, la personne est équipée avec un casque autour de la tête et en se concentrant, il peut actionner un petit ventilateur qui va faire soulever une balle et le jeu consiste à faire passer la balle dans différents obstacles. Voilà, c'est pour dire que ces technologies sont suffisamment matures maintenant pour arriver dans le commerce et même pour qu'on en fasse des jouets. Alors je vais vous montrer une vidéo d'un exemple de stimulation cérébrale profonde et d'utilisation de cette stimulation pour soigner les malades parkinsoniens. Le son. Donc on voit ici un malade le médecin, un malade de la maladie de Parkinson, donc il est incapable de se lever. Quand on va le voir assis, vous voyez qu'il a les mains qui tremblent. On continue, donc les symptômes caractéristiques de la maladie de Parkinson. Et voici le médecin, là, donc cette personne a un implant cérébral qui est implanté, donc vraiment, c'est l'image que j'ai montrée tout à l'heure, à l'intérieur de son cerveau. Ici, le médecin là, va activer l'implant et vous allez voir, hop, immédiatement, il arrête de trembler. Hop, ça y est, il se dégourdit les jambes. Voilà. Il peut se lever, marcher normalement, comme si il n'était plus touché par la maladie.
Donc ici, là, le dispositif qui est implanté dans son cerveau envoie des signaux en continu. Parce que dès qu'on le coupe, la maladie reprend et la personne se remet à trembler. Alors, tous les exemples que j'ai montrés sont finalement des exemples d'augmentation assez spectaculaires, mais quand on s'interroge sur à partir de quand est-on augmenté, qu'est-ce que ça signifie d'être augmenté, on peut se poser la question finalement de est-ce que tous les dispositifs techniques dont nous peuplons notre quotidien ne font pas de nous déjà des humains augmentés. Vous voyez par exemple donc, les téléphones portables qui sont aujourd'hui des prothèses cognitives dont on aurait du mal à se passer, qui nous servent d'une part à retenir tout un ensemble d'informations que nous serions bien incapables de retenir, et d'autre part à augmenter nos capacités de communication, puisque nous sommes capables à la fois de nous déplacer et de rester en communication avec la Terre entière. Les lunettes, dans un certain sens, sont des dispositifs de réparation, d'augmentation, puisque sans les lunettes, eh bien, je vous vois moins bien. Le café, même, pourrait être considéré comme un dispositif d'augmentation cognitive, puisqu'il permet d'augmenter la vigilance, de rester en éveil plus longtemps. Et finalement, on peut se poser la question de savoir si est-ce que depuis que l'homme a inventé des outils, il n'est pas finalement déjà en train de s'augmenter. Alors, ce qui m'intéresse par rapport à la question du colloque, puisqu'on va arriver finalement à la question qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que tous ces dispositifs vont nous dire sur la nature humaine, c'est que, comme vous l'avez vu, donc, ces dispositifs d'augmentation vont systématiquement chercher à augmenter des fonctions, ou à rehausser des fonctions, à les mettre à un niveau supérieur de ce qu'elles sont au naturel. Et on se retrouve donc avec un humain que j'appelle fonctionnalisé, un peu comme le robot créé par Jacques de Vaucanson, le canard digérant, dont la seule fonction était finalement d'ingurgiter de la nourriture et de la recracher sous forme d'excréments. Se développe, donc dans ce cas, se développe un moment que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le Quantified Self. Donc ce sont des personnes qui s'équipent de tout un tas de dispositifs techniques qui vont servir à mesurer donc, tout un tas de paramètres. Ça peut être des paramètres physiologiques, la fréquence cardiaque, la température de la peau, etc. Ou également le nombre de calories qu'on va dépenser par jour, le nombre de pas qu'on va faire dans la journée, le nombre d'heures dans lesquelles on a bien dormi ou mal dormi, etc. Et on va pouvoir récupérer toutes ces données pour essayer d'optimiser sa vie. Et c'est un mot qui s'appelle le Quantified Self, et j'ai trouvé cette illustration, le titre de l'article, je trouve assez parlant. You are just a number. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui se contentent effectivement d'être uniquement un ensemble de données. Alors, on a vu tout à l'heure le cerveau, l'influence que pouvait avoir la physiologie du cerveau sur le comportement. On a ce qu'on appelle une représentation proprioceptive de notre corps. C'est la façon dont nous représentons notre propre corps, et par les voies proprioceptives, les voies du cerveau. Et les neurobiologistes savent qu'à chaque zone du cerveau va correspondre, par exemple, chaque zone du cerveau va contrôler une partie du corps. Donc il y a des zones qui correspondent aux pieds, des zones qui correspondent aux mains, des zones qui correspondent aux yeux, des zones qui correspondent à la bouche, etc. Et il y a un artiste qui s'est amusé à créer une statue qui serait en fait la représentation que notre cerveau a de notre propre corps.
en fonction des tailles des zones. Donc on voit par exemple sur l'image de droite que les zones du cerveau qui correspondent au contrôle des mains sont très étendues. Les zones qui correspondent au contrôle de la bouche, de la langue, sont également très grosses. En revanche, pour les pieds, les zones sont beaucoup plus petites. Et alors, de cet humain fonctionnalisé, non, excusez-moi, je poursuis. Alors, cette existence de réceptifs dans le cerveau est connue notamment par des travaux qui ont été faits sur les personnes amputées et qui sont victimes du syndrome de ce qu'on appelle le membre fantôme, c'est-à-dire qui peuvent, une personne qui va être accidentée, qui va perdre une jambe par exemple, va continuer à ressentir sa jambe. Donc dans 80% des cas de personnes amputées, on sait que le cerveau en fait n'a pas intégré la perte de cette jambe, que les voies proprioceptives existent encore. En général, d'ailleurs, ça s'accompagne de démangeaisons ou de douleurs pour la personne qui est victime de ce syndrome. Alors, là, j'ai mis une représentation d'artiste pour une sculpture qui représente Flexible Human, c'est-à-dire l'homme flexible, ce que j'appelle l'homme plastique, parce que depuis une quinzaine d'années, de plus en plus, on va considérer que le corps et le cerveau de l'être humain sont des matières malléables, des matières plastiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, la plasticité consiste à dire que sous l'effet d'une perturbation, le corps va intégrer cette perturbation, se modifier pour passer dans un nouvel état. Alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, les psychologues parlaient plutôt de résilience, qui est la capacité d'un organisme à, sous l'effet d'une perturbation, à conserver son état initial. Aujourd'hui, on parle de plasticité, de modification. On peut, il est considéré comme non problématique de pouvoir modifier le corps, puisque finalement celui-ci est plastique, celui-ci va s'adapter, celui-ci est malléable. Alors, je voulais vous montrer une autre vidéo qui est celle de Kevin Warwick, qui est un chercheur de l'université de Reading en Bretagne, et qui, lui, est le premier cyborg, il s'est autoproclamé le premier cyborg. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, en l'occurrence, il s'est implanté un dispositif technique dans le bras qui lui sert, via Internet, à communiquer avec sa femme, qui, elle, est également un dispositif implanté, et ce qui fait que lui... For me, the most exciting thing scientifically that I've been involved with, she had electrodes pushed into her nervous system, and with my implants, electrodes in my nervous system, electrically we linked our nervous systems together. So what happened when she moved her hand, my brain received 3 pulses. So we communicated telegraphically, nervous system to nervous system, for the first time in the world. Quite clearly now communicating brain to brain is the next step. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. Ce n'est pas un illuminé qui travaille dans son garage, non, pas du tout. Il est chercheur en cybernétique dans une très grande université anglaise et il a énormément d'étudiants qui travaillent avec lui. Et alors, donc là, il a décrit en fait son expérience. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la façon dont il va réduire la communication. Alors, je vais vous montrer une deuxième vidéo où là, cette fois-ci, il va parler des implications pour le futur de la technologie qu'il vient de développer. I would expect critics, because particularly when we look at enhancement, human enhancement, it is going to change
life completely. Humans could become a subspecies. Cyborgs, the part human, partly enhanced humans, will clearly be intellectually superior in many, many ways. Just the concept of thinking in 5 or 6 or 10 dimensions, as opposed to humans thinking in 3 dimensions. You have a completely different concept of what's going on in the world around you. If I was a cyborg and you were a cyborg, and we're communicating by thought and so on, and some human comes along making these silly noises that humans might call speech. It's a bit like now for 2 humans to be communicating and a cow comes in, goes, woo, woo. Well, you know, I don't mind. Because I don't want to stay as a human, I don't want to be part of a subspecies, I want to be a cyborg, and I know I'm not the only one. Voilà. Donc, il est loin d'être le seul à penser comme ça. Évidemment, la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la communication humaine. Est-ce que c'est un échange de signaux qui peuvent se passer de cerveau à cerveau, de signaux télégraphiques, ou est-ce que quelle place reste-t-il pour ce qui me semble est un élément essentiel de la communication humaine, c'est la reconnaissance de l'altérité. Où se situe l'autre finalement? Si on échange des signaux télégraphiques, il n'y a plus d'ambiguïté. Ce qui pour Warwick, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui de ça, ce qui pour Warwick est un progrès, évidemment. Voilà, je crois que je suis en train de dépasser mon temps. Je voulais juste, parce que donc ça c'était juste vous parler de ces 2 choses-là, parce que ça c'est une diapositive que j'ai ajoutée ce matin, parce que j'ai entendu ce matin à la radio des informations qui je pense peuvent vous intéresser dans le cadre du débat. Et la première c'est donc à gauche le Eugene Goostman, donc, qui est une intelligence artificielle, un chatbot, donc un robot qui communique par écrit, et qui a passé le test de Turing. C'est la première intelligence artificielle à passer le test de Turing, c'était samedi dernier, voilà, en Angleterre. Et à droite, Pepper, qui est un robot créé par la société française Aldebaran Robotics, et qui a été acheté par les Japonais pour faire l'accueil dans les banques. Et c'est un robot qui est dit un robot émotionnel, c'est-à-dire qui est capable, selon ses concepteurs, de comprendre les émotions des êtres humains. Alors qu'est-ce que sont les émotions des êtres humains pour les gens qui font de l'intelligence artificielle? Et là, ce sont des manifestations physiologiques, donc, qui peuvent être, par exemple, si je vois les yeux qui s'agrandissent, le robot va comprendre que je suis surpris, ou si mon pouce s'accélère, le robot va comprendre que je suis inquiet, par exemple, et il va réagir en conséquence. Donc on a là aussi, encore une fois, une réduction, une fonctionnalisation des émotions qui permettent de les modéliser, mais qui, en un certain sens, réduisent évidemment l'intériorité de l'être humain. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie. Доклад, който представи всъщност основни линии проблема за усилването на човека, на човешкото, през доста конкретни, доста реални примери, случаи. Има малко време за дискусия. Откривам дискусия, коментари. Въпрос там. Благодаря за доклада, за цялата тази информация. Една, може би, корекция към превода. Струва ми се, че информацията за теста на Тюринг не че е бил подложен, а вярно е минал тест. Да, минал Минал е, да, той така казва. Минал го е. Аз мисля, че е бил подложен. Не, той е първият, който е минал текст. Добре, значи вие чули повече, просто усилени. Ние не слушахме превода. Не подминал, Ние сме учили, защото няма Това е такова да се минал. Това има ли обяснение? Минай. И в този смисъл, не, момент.
Значи, това въпрос за усилен човек ли е или за хуманизиран робот? Значи, в този смисъл, това по какъв начин се вързва с усилването на човека от последната илюстрация? Това ми е въпросът. А колко е реално минал теста? И това предполагам, че ще научим това. Je n'ai pas bien compris le début de la conversation. Oui, il a passé le test. Il a été soumis, oui, et il a passé. En quoi ça... C'est parce que c'est la question de la communication. À partir du moment où on fait en sorte qu'un robot puisse communiquer avec un certain nombre, avec un algorithme, en fait, on algorithmise la communication. Et pour moi, il est là, l'humain diminué. En fait, c'est l'humain algorithmisé. Alors, que ce soit par l'exemple de ce chatbot ou l'exemple de la robotique émotionnelle, c'est qu'on va découper là en l'occurrence la communication ou les émotions d'un être humain en fonction d'un certain nombre de paramètres qui peuvent être, encore une fois, calculables. Et voilà, pour moi, la question est là en fait. Et c'est un discours qu'on retrouve évidemment dans tout ce qui a trait à l'augmentation. J'ai parlé hier, mais là j'ai peu de temps aujourd'hui de parler du mouvement transhumaniste, et aussi donc pour ceux qui n'étaient pas les liens, merci pour votre question, ça me permet d'en parler, de ce qu'on appelle la singularité, vous avez peut-être entendu parler, qui est un point dans le temps dont certains prétendent que l'intelligence artificielle va dépasser les êtres humains. Donc c'est prévu, selon certains, aux alentours de 2045. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Les deux fondateurs, enfin le fondateur de l'Université de la Singularité, qui est Ray Kurzweil, qui donc lui s'appuie sur la loi de Moore, qui prévoit donc la croissance exponentielle du nombre de processeurs, donc du nombre de calculs que sont capables de faire les microprocesseurs, grâce à la miniaturisation des transistors. Et donc en suivant cette loi, en 2045, les intelligences artificielles seront capables de faire plus d'opérations par seconde que le cerveau humain. Et selon Ray Kurzweil, ça veut dire que ces intelligences artificielles seront plus intelligentes que nous. Donc, que par définition, ce sont elles qui prendront en charge les choses et qui décideront de l'avenir de l'humanité, puisqu'elles sont plus intelligentes, autant leur confier notre avenir. Pourquoi ça s'appelle la singularité? C'est par analogie avec une singularité mathématique, donc une singularité mathématique, ça correspond à un point, par exemple, à un point où une fonction n'est pas définie. Typiquement parce qu'elle diverge vers l'infini ou vers moins l'infini. Et là, donc la singularité est due au fait que on ne peut pas anticiper ce que vont faire ces intelligences artificielles, puisqu'elles sont par définition plus intelligentes que nous et que nous-mêmes n'avons que notre faible intelligence humaine pour pouvoir juger. Voilà. Donc merci pour votre question, ça m'a permis de parler de ça. Други въпроси? Добър ден. И аз да благодаря за вашето изложение. Струва ми се, тук има един така... Първо, може би е по-лесно за аудиторията и за четящите да се прави една разлика между усилване или нарастване на соматичното и респективно усилване или нарастване на менталното. И се стане връзка, която е между тях. Поне така на
че собствено соматичното може да бъде технически протезирано. Както вие показахте с един от примерите, те са много известни такива, с посредничеството на менталното, т.е. чрез мозъка и процесите, които протичат в него. Предполагам ви е известен този пример и той майче го имаше на картинките, как една жена с увредени крайници с помощта на мисълта, чрез компютърни програми, успява да задвижи на изкуствена протеза. Тя си мисли, че посяга да вземе чашка с кафе и тази изкуствена ръка протеза точно това извършва. Посяга, взима кафе и тя отпива. Тоест, соматичното може да бъде аугментирано, т.е. усилено и увеличено с посредничество на менталното, но обратното ми се струва, че е невъзможно. С посредничество на соматичното по някакъв начин да усилиме или да увеличиме менталното. От което аз правя един тъжен за мен извод, тъй като аз съм почитател на телесното, доколкото единствено е така извън строгия социален контрол за разлика от менталното, но за съжаление трябва да признаем, че главата и мозъка са тези, които правят човеци, да, това е. Merci pour votre question. D'abord, une précision par rapport à l'expérience dont vous parlez. Je suppose qu'on parle de la même. On voit une dame qui contrôle un bras robotisé à distance avec son cerveau et qui arrive à saisir, c'est une tasse de café, je ne sais plus. Alors, effectivement, cette vidéo est assez célèbre. Il faut faire très attention sur cette vidéo. En bas à droite, il y a un petit point qui est rouge ouvert. Et quand il est, alors je ne sais plus le rouge ouvert, mais il y a c'est les moments où l'opérateur, donc en fait le technicien qui est à côté de la dame, prend le contrôle sur le bras. Donc c'est-à-dire que, et on voit assez souvent que c'est le technicien qui contrôle le bras, et pas en fait le cerveau de la personne. Donc c'est quand même pas encore tout à fait au point. Donc sur la distinction que vous posez entre le mental et le somatique, disons pour des gens comme Ray Kurzweil par exemple, ou comme Kevin Warwick, il n'y a pas de raison de séparer le mental du somatique. Pour eux, la pensée est un phénomène émergent de l'interaction entre un grand nombre d'éléments, finalement, que ce soit des neurones biologiques ou des puces informatiques ou des agents simulés par ordinateur, pour eux n'est pas pertinent. La pensée est capable d'émerger finalement simplement de la transmission d'informations à grande vitesse et avec à partir du moment où il y a beaucoup d'éléments qui sont connectés. Alors, évidemment, ça c'est problématique. Ce qui est encore plus problématique, et sans doute, et ce qui m'intéresse moi, c'est la façon dont, dans les débats, la charge de la preuve s'est inversée. J'en ai parlé hier aussi, je suis désolé de ma répétition pour celui qui était là hier. La charge de la preuve s'est inversée entre... donc, avant, on demandait aux gens qui fabriquent les intelligences artificielles, démontrez-nous que vos robots, vos ordinateurs sont intelligents. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est les gens qui fabriquent des intelligences artificielles nous disent, mais démontrez-nous que finalement, nous-mêmes ne sommes pas des intelligences artificielles. Démontrez-nous que nos robots ne sont pas intelligents. À partir du moment où Deep Blue a battu Kasparov aux échecs, il y a eu comme un changement, j'ai l'impression, dans la conception d'intelligence artificielle et surtout dans la charge de la preuve. Qui doit donner la preuve de qui est intelligent? Voilà. Merci. Благодаря. Преминавам към следващия доклад. За съжаление нямам повече време за въпроси. Ако искате в следващата дискусия, можете да използвате да зададете. Значи давам думата на Тодор Христов.
че ни говори за усилване и управляемост на делата, една решителна